les seuls statuts d'une société ne protègent pas les associés entre eux en vrai. Donc je décide effectivement de créer un vrai pacte d'associés entre nous deux. Donc un pacte d'associés qui est étalé sur 5 ans, mais qui est assez difficile pour lui puisque mon frère investit pas mal d'argent. Et je lui dis grosso modo dans le pacte qu'il ne peut pas sortir de la boîte dans les 5 ans. Et que s'il décide de sortir, je lui donnerai 0 €. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Est-ce qu'on entend un peu le vent? On entend le vent, mais en fait, ça fait genre c'est enregistré dans la nature, quoi, tu vois. T'entends le vent là? Sous le vent, si tu crois que c'est fini, jamais. Tu sais que je vais le garder ça. Voilà. Bonsoir. Nous sommes donc avec Sarah. Salut Sarah. Salut Fabrice. Ça va Sarah? Ça va très bien, merci. Sarah, alors si vous entendez un peu de vent là, comme c'est sans doute le cas, puisque je l'entends dans mon casque, donc sans doute vous devez l'entendre dans le vôtre également, c'est que nous sommes au beau milieu de la nature et on pourrait vraiment faire genre ici, comment il s'appelle déjà? Mike Horn. Nous sommes au milieu de la banquise polaire et les gens pourraient faire ah bon, ça c'est fou quoi. Incroyable. Alors que non, pas du tout. Nous sommes en Ardèche. Où je fais cette semaine un stage de développement personnel, n'est-ce pas? Je crois qu'on pourrait le dire comme ça. Absolument. Et donc j'ai rencontré Sarah il y a quelques jours. Et quand j'ai expliqué à Sarah ce que je faisais dans la vie comme métier et notamment un podcast sur l'argent, l'œil de Sarah s'est allumé direct en disant l'argent, ça m'intéresse. Argent, c'est moi. Et donc je dis d'accord. Et donc ça fait quelques jours qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse cet épisode. Vous entendez peut-être des gens à l'extérieur. Ça va être YOLO par rapport à ce que je fais d'habitude, mais pourquoi pas? Après tout, d'habitude je suis où? Dans mon canapé, n'est-ce pas? Donc c'est vrai, on change de lieu. On change de lieu, de cadre faut également. Changer, c'est ça. Sortie de zone de confort. Vous entendez les couillons derrière qui rigolent. Non, ce n'est pas une colonie de vacances, mais presque. Mais pas loin. Voilà. Sarah, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, évidemment. Je m'appelle Sarah. Ça, on le savait. Parce que effectivement, j'ai 38 ans et je suis multi-chef d'entreprise. Ouais. Disons que j'ai plusieurs entreprises et plusieurs sociétés qui vont avec. Ok. Tu veux dire quelle société ou pas? Quel genre de société? Absolument. La meuf a un bateau, pardon. Je le dis avant toi. J'ai 5 sociétés. Si on parle de sociétés, j'ai 5 sociétés, dont une holding et plusieurs sociétés filles. Viens, on va aller se balader un peu. On va se mettre un peu à l'abri du vent. Okay. Mais on va continuer à parler en direct. D'accord? Alors en marchant. Parce que YOLO, après tout, j'ai décidé d'innover dans cette saison. Pas du tout. Je te prends ton téléphone. Voilà. Merci beaucoup pour le téléphone. Nous sommes en reportage en direct de la nature. De la nature, tout à fait. Parce que vraiment, il y a énormément de nature. Je crois que vous vous rendez pas compte. Énormément de vent également. La nature. Dans ce pays. Donc oui, Sarah, tu as plusieurs sociétés. Tu as donc un bateau. J'ai un bateau, exactement, sur la Seine à Paris que j'ai fait construire il y a 3 ans. En Hollande. Ok. C'est un bateau navigant pour un bateau en fait. C'est difficile en même temps. Faire des teufs. Pour faire des teufs, ouais. Sur la Seine. Sur la Seine, exactement. Je me permets de t'aider puisque c'est mon métier. Moi, je suis capable de faire 12 trucs en même temps parce que. Je te remercie. Je suis comme ça. Normalement, je suis. Tiens, on essaie de se poser là. Peut-être ça va aller mieux. C'est pas mal là. Donc oui, bateau navigant donc. Un bateau navigant, exactement. Voilà. Je sais pas si on va être bien installé. Ça va piquer un peu le cul. Mais c'est marrant. Parce que Sarah n'a pas de chaussures. On est vraiment dans le cliché de l'Ardèche. Hein. On a oublié la civilisation là. C'est juste, on n'a pas mis les chaussures quoi. Ouais.
Donc un bateau, je reprends du coup, un bateau privé. Ouais. On propose des navigations sur la Seine jusqu'à 12 passagers pour 2 heures sur la Seine à Paris. J'ai ça et j'ai 3 laveries automatiques. Billy Wash que j'ai relooké vintage il y a quelques années, 3 ans maintenant, 4 ans. Et j'ai une maison sur l'eau également. Dans les Yvelines. Que tu loues, c'est ça? Que je loue exactement en Ok. Airbnb, sur toutes les plateformes après. Et ceci voilà. est donc ton métier. Ces 3 activités constituent ton activité. Mon activité aujourd'hui, ouais. J'en Ok. ai eu d'autres avant, mais effectivement, aujourd'hui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait tilter quand j'ai présenté mes podcasts, j'ai parlé de paternité et tout, ça t'a un peu moins intéressé, mais alors quand t'as entendu argent, t'as tout de suite fait oui. Oui, argent, Pourquoi parce que je sais pas si tu te souviens, mais on venait de se rencontrer tout Oui, juste, à l'instant. et à l'instant, on avait déjeuné ensemble. Je sais plus, il y avait une fille qui était avec nous et qui a voulu qu'on ne partage pas la note. Je sais pas Oui. si tu te souviens. Exactement. Et qu'on fasse chacun ce qu'on avait Oui. consommé. Et Le là, fameux sketch absolument. de Muriel Robin. Exactement. Pour celles et ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller chercher la note. Voilà. Exactement. Et du coup, ça m'a fait tilter. On s'est regardé, on a eu un regard coquin, malin, rigolo. Et je me suis dit, c'est un vrai sujet, c'est génial, et on est sur la même longueur d'onde. Ok. Bon, alors là, on va rentrer direct dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ton... En fait, quand je te dis argent, à quoi tu penses? Quand tu me dis argent, je pense à... ça va être étonnant, mais malheur. Ok, d'accord. Parce que je pense qu'il est le sujet de beaucoup de beaucoup de problèmes finalement. Alors moi je ne le vois pas comme ça, mais dans les alentours, pardon, il y a eu nous avons Caroline qui nous prend en photo en même temps, et voilà, autour de moi, j'ai l'impression que c'est un vrai sujet aujourd'hui, et ça divise les gens plutôt que ça les rassemble, ce qui est quand même problématique, puisque pour moi, l'argent, en fait, c'est un moyen de créer et de faire des choses. Donc, en fait, il est très utile. Donc, c'est pas vraiment du malheur. Alors, c'est pas du malheur, pour moi, non, mais autour de moi, ce que je ressens, c'est quelque chose de problématique, quoi, Okay. qui peut conduire effectivement à des choses qui sont difficiles. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Ouais. Ok. Et si je te demande pour toi, toi en tant que Sarah, par rapport à toi en interne, si on enlève ton environnement, ça t'évoque quoi? Écoute, moi, si on enlève mon environnement, je trouve que c'est simplement un moyen, en fait. C'est sous forme de papier, sous forme de compte, sous forme de tout ce que tu veux. Mais effectivement, pour moi, c'est juste un moyen de faire des choses. Et je ne le compte pas plus que ça. Pour moi, c'est du plus, du moins. Ok. En permanence, c'est des additions, D'accord. des soustractions. T'y mets pas spécialement de projection Aucune. en dehors non. du malheur. Aucune. Oui, c'est vrai que... Oui, bon. Alors peut-être que ça vient de mon histoire personnelle. Ah. L'histoire du malheur. On allait y Voilà. venir, de toute façon, tu sais bien. Et ouais. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ton histoire personnelle et le Alors, malheur? Évidemment, j'ai une histoire personnelle. Oui, on a tous une histoire personnelle. On a tous une histoire. C'était mon papa, il était chef d'entreprise également, et il a eu plein d'écoles, des grosses écoles privées. Et j'ai eu l'impression d'avoir eu 2 vies avec... Ton père avait créé des écoles, c'est ça? Oui, il avait créé des écoles, Okay. des grosses écoles à Paris. Il a notamment inventé presque le métier d'aide vétérinaire, et il a créé une formation qui allait avec. Donc voilà, donc c'était 2 grosses entreprises. Alors au début, comme chaque chef d'entreprise, je pense il a beaucoup galéré, il a mis beaucoup de temps à mettre tout ça en place. Et puis un jour, ça a décollé et ça a explosé. Et on est passé de Beaucoup de joie apparemment. Beaucoup de joie, ouais. Et puis non, ça a été extraordinaire puisqu'on a l'argent coulait à flot. En tout cas, à la maison, j'avais cette impression-là, ce sentiment-là. Et puis un peu du jour au lendemain, tout s'est cassé la gueule. Mais cassé la gueule réellement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a tout perdu. À cause de quoi? À cause de lois qui sont passées et qui ont fait que les diplômes qu'il proposait n'étaient plus diplômés, en tout cas plus reconnus par l'État. Et du coup, effectivement, alors j'étais jeune, donc j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais d'événement en événement, peu à peu, les sociétés se sont écroulées.
Alors évidemment, c'était un peu un escroc, donc quelque part, donc il a fait des petites bêtises, bien sûr. Tu veux dire quoi comme petites bêtises? Des petites bêtises de signatures qu'il n'aurait pas dû faire, par exemple à la place de certaines personnes, ou voilà des bêtises. Tu veux pas en parler plus que ça? Je peux en parler, ouais, si. Parce que j'imagine que ça t'a impacté. Ah, ça m'a beaucoup impacté, voilà, évidemment. J'avais 17 ans en plus, donc j'étais au moment de l'adolescence, c'était assez compliqué. Non, il a fait. Honnêtement, j'ai pas les détails exacts, mais je sais que ça a été long, parce que les flics sont venus quand même. Je me souviens à la maison pour le chercher à 6h du matin. Ah oui. Donc on est dans ce genre de scène de film, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Évidemment, il avait acheté plein de choses sur la société, alors que il fallait pas. Bon, c'était du détournement de fonds. Il y avait beaucoup de choses en fait. Je pense qu'ils s'entremêlaient. Et j'ai donc connu les huissiers à la maison. Ok. Voilà. Donc malheur, finalement, c'est peut-être pas que ton entourage. Voilà, c'est aussi, je pense que ça vient de mon histoire personnelle. Ok. Et j'ai vraiment vécu ça avec du coup ma mère qui était évidemment très très mal et qui vivait très mal la chose. Ils se sont séparés en grande partie à cause de ça, bien sûr, parce que pour elle ça a mis en danger sa famille. Et puis mon père derrière très rapidement a eu un cancer et il s'est battu très longtemps et voilà, donc ça c'est super, mais effectivement ça a été très très compliqué. Moi j'ai associé, je pense, sa maladie à tout ça, à tous ces événements là. Ce qui n'est pas impossible en plus, c'est pas impossible que ce soit concomitant, mais c'est concomitant vraiment. Et donc moi ça m'a effectivement meurtri, mais c'était pas le fait de manque d'argent qui m'a meurtri, c'était tout ce qui s'est passé autour de ça. C'est-à-dire que je me souviens que les membres de ma famille, donc sa sœur, mon oncle, etc., lui ont tourné le dos d'un coup, quoi. C'est-à-dire que quand il y avait de l'argent, tout le monde était là, et puis le jour où il n'y avait plus du tout d'argent, et plus personne n'était là. Ah oui. Et ça, je l'ai très très mal vécu. Tu veux dire qu'il finançait une partie de la famille ou? Oui, clairement, je pense que enfin, de façon avec beaucoup de cœur d'ailleurs. Personne ne lui demandait rien, donc il le faisait vraiment de bon cœur. Mais les gens s'habituent et puis quand ils s'habituent et puis quand il y a plus rien, il y a plus rien. Et donc il décide de faire demi-tour, quoi. Exactement. La classe. C'est ça, la classe. Ok. On va reparler de ton histoire plus personnelle, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ton enfance. Et l'autre question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance par rapport à l'argent? Mon premier souvenir d'enfance par rapport à l'argent, waouh. Je crois que c'est les vignettes, tu sais. Les vignettes, j'adorais ça. Les vignettes des joueurs de foot là collées dans les cahiers. Panini là. Ouais, les panini. Stickers. Et je crois que c'est ça mon premier souvenir avec l'argent. T'allais en acheter? Voilà, j'allais en acheter, ouais. Okay. J'adorais ça. Bon, j'étais une fan de foot, voilà. Et c'était mon grand truc, quoi. C'était d'aller acheter les vignettes. Et comment tu te procurais cet argent en vendant de la drogue? Absolument, évidemment, à 8 ans. Non, mon père me donnait un petit peu d'argent comme ça de temps en temps, et puis je pouvais aller à la presse en bas de chez ma grand-mère, et puis j'achetais. Et donc ton père te filait de l'argent de poche quand t'étais gamine, c'est ça, à 8 ans? Ouais, alors non, pas à 8 ans, pardon, parce que les souvenirs sont un peu flous, mais je devais être un peu plus vieille, mais oui, quand j'allais chez ma grand-mère, il nous donnait un petit peu, moi et mon frère, mais c'était l'équivalent de, je sais pas, 5 euros aujourd'hui, quoi. Ouais. Et puis on pouvait comme ça s'acheter des bonbons, des bêtises, quoi. Il y avait un lien un peu comme ça, ouais. Ok. Et c'est ton père qui te donnait l'argent? Et c'est mon père qui me donnait l'argent, ouais, absolument. Okay. Ma mère, elle a un rapport très très compliqué à l'argent. Okay. Beaucoup plus. Alors ça, c'est mon deuxième souvenir. Du coup, si tu veux celui avec ma mère, en tout cas, let's go. C'est on garde une poire pour la soif. Ah. Et ça m'est resté. Oui. C'était après, quand elle s'est séparée de mon père. C'était la crise à la maison, etc. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Et moi, j'en gagnais un petit peu parce que je travaillais un peu à droite à gauche dans des bars. Et à 17 ans. 17-18 ans, ouais. Okay. Et j'ai voulu m'acheter un scooter. Et on a eu une discussion et on s'est engueulé fort. Et elle m'a dit, tu gardes une poire pour la soif. Sous-entendu, tu gardes cet argent pour nous si jamais. Et ça a été très très rude pour moi. Parce que j'ai associé l'argent à un plaisir que j'ai pas pu assouvir. Ok. Voilà. Tu
tu disais que en fait tu travaillais dans les bars alors que ton père avait de l'argent. En tout cas, avant que tout se casse la gueule, c'est ça? Ouais, bah après il est parti rapidement. Moi, j'ai vite voulu quitter la maison. En fait, ce que je voulais te demander, c'était plutôt, est-ce que tu travaillais quand même malgré le fait que ton père avait de l'argent? Ah non, ça c'est venu vraiment plus tard, un c'est événement un peu plus tard. Ouais. Ok, pardon. 18 ans, moi il était déjà parti de la maison. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé effectivement à travailler un petit peu, puisqu'il y avait une certaine pression aussi, et que je voulais aussi partir de la maison, je voulais prendre mon indépendance, je voulais sortir de tout ça, quoi. Elle venait d'où la pression du fait de ramener de l'argent pour la famille, c'est ça? Ouais, il y avait un truc un peu comme ça, ouais. Enfin, en tout cas, j'avais une pression vis-à-vis de l'argent qui était assez forte. Puis il y avait mon petit frère, il était plus petit de 5 ans que moi. Ok. Ma mère qui était pas très bien, et donc je m'étais investie de ce rôle que mon père ne tenait plus, et je m'en étais investie moi. Donc c'était moi qui devais potentiellement, s'il y avait un truc, donner de l'argent, quoi, à ma mère. Voilà, alors qu'en fait, pas du tout, parce que ma mère est grande et qu'elle sait aussi bien gérer, mais il y avait ce truc-là, ouais. Enfin, en tout cas, il y avait une épée de Damoclès, ouais. T'avais un peu la sensation qu'il fallait que tu fasses le père de substitution, quoi. Ouais, j'ai tenu ce rôle d'ailleurs assez longtemps, jusqu'à récemment, en fait. Ok. C'est un rôle que j'ai tenu longtemps, ouais. Ok. T'as 38 ans, hein. J'ai 38 ans. Ouais. Tu disais que tu as commencé à travailler, que tu voulais prendre ton indépendance. Tu réussis à prendre ton indépendance ou pas? À un moment donné, tu décides, tu as la possibilité de quitter le foyer? Ouais, absolument, ouais, très rapidement d'ailleurs. Je bosse, en fait, je bosse dans des bars, j'y vais à fond, je tape aux portes, je dis je veux bosser, ok, bosse. Tiens, prends le torchon, prends le machin, on essaye. Et puis en fait, de fil en aiguille, rue Oberkampf dans le 11e à Paris, j'ai fait, je pense, tous les bars. Rue Oberkampf qui est, pour les non-parisiens, effectivement une rue qui est très connue pour être une rue de bar, quoi. Absolument, ouais. Donc, et puis bon, j'ai commencé à bosser là-bas, ça a duré pas très longtemps finalement. En même temps, je faisais des études de maths, et très rapidement, moi, je voulais travailler dans le cinéma. C'était un rêve, et puis pareil, même principe, j'ai tapé aux portes, et puis très vite j'ai rencontré un producteur qui s'appelait Bruno et qui m'a offert ma chance, mais réellement, parce que je savais rien faire. J'ai répondu oui à toutes ces questions de savez-vous faire, ouais. Et il m'a dit vous venez demain à 9h et puis je vous embauche, et j'ai commencé comme ça, ouais. Et t'as fait quoi alors pendant toutes ces années? Et j'ai travaillé dans le cinéma pendant 7 ans, derrière. Donc j'ai arrêté les bars assez vite finalement, au bout d'un an, je pense. Et puis j'ai commencé dans la production. J'ai fait ça pendant 3 ans avec lui. Et puis après j'ai basculé dans plutôt sur les plateaux de cinéma long métrage. Et là j'ai occupé beaucoup de postes, la régie, l'assistante de mise en scène, la casting, etc. Okay. Voilà, j'ai fait ça pendant 7 ans. J'étais intermittente du spectacle, donc je gagnais ma vie, quoi. Donc j'ai pu effectivement. Tu te souviens combien tu gagnais à l'époque? Combien je gagnais? Je gagnais pas beaucoup, je dirais 1200, 1300 euros. Ok. Net par mois. Mais t'avais le statut d'intermittente? Et j'avais le statut d'intermittente. Ok. Ouais. Donc ça te permettait de pouvoir quand même avoir des sous quand tu bossais pas? Exactement. Donc j'avais des sous quand je bossais pas. Après, c'est ce que j'ai pas aimé, en fait, justement, dans ce milieu-là et dans ce métier-là. C'est-à-dire? C'était le côté très un coup oui, un coup non. Un coup on part en tournage pendant 3 mois, c'est fou, c'est génial, et puis on revient et pouf, il y a plus personne. Le vide. Et du coup, voilà, le vide. Ouais. Passer du plein au vide, c'est très compliqué quand même. Et puis l'argent derrière, évidemment, puisque on sait pas, demain il faut refaire des heures. C'est le système de l'intermittence après. Ok. J'imagine que tu finis par quitter ce monde-là à cause de l'argent ou grâce à l'argent, ou rien à voir? Non, en fait, je le quitte pas pour l'argent tant que ça. En fait, je le quitte vraiment pour le côté trop plein, trop vide. Ok. Voilà, de gens, d'inactivité, d'activité, voilà, cette espèce de yo-yo, ça m'a pas, j'ai pas aimé ça. Et ça compensait pas ton envie et ton rêve de travailler dans le cinéma, ou en tout cas tu l'avais peut-être réalisé et ça c'était bon, quoi. Je l'avais complètement réalisé. Ouais. J'ai fait, je crois, dans le cinéma, en tout cas tous mes rêves, je les ai faits, quoi. Je les ai réalisés. Je me souviens d'avoir j'ai quand même monté les marches 3 fois à Cannes. Ouais. Et puis, c'était des rêves, quoi. J'ai exaucé des rêves en permanence. Et voilà, pour moi, je l'avais fait et j'avais plus rien à faire là-dedans. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais alors après ? Après, je monte des bars. Je monte 3 bars. Comment t'en viens du cinéma à te dire, tiens, en fait, je vais monter des bars ? Des hasards. Ah ouais ? Un vrai hasard, ouais. Des rencontres ? Des rencontres, ouais, exactement. Ouais. Vous savez, la vie, Non, c'est vrai. c'est des rencontres. Exactement. Super F. Non, ouais, je monte des bars par hasard. Je rencontre des potes qui ont d'autres potes. Je me retrouve dans un tout petit endroit, dans une super belle rue du 11e arrondissement. Mais tout petit, un truc qui fait 17 mètres carrés. La fille me dit, ouais, tu cherches pas des bureaux? Je dis, ah ouais, ça peut être intéressant. Je sais pas, on peut faire de la prod, j'en sais rien. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me dis, allez, faut y aller. Enfin, je sais pas, de l'instinct, vraiment de l'instinct. Ok. J'y vais, je fonce. Je prends cet endroit. Après, c'est un peu long, je vais pas m'étaler. Attends, mais si, on a le temps. Ah. Ton père est toujours malade à ce moment-là ? Mon père est malade à ce moment-là, ouais. Ton père est malade à ce moment-là, et toi, t'es en train de te lancer dans l'entreprise alors, si je me trompe pas. Et moi, je me lance dans l'entreprise, exactement. Il y a pas un truc qui se joue là ? Certainement, ouais. Ouais, certainement Ah, je sais que j'ai voulu jouer avec lui la revanche, quoi. La revanche de la vie qu'il a pas pu prendre. Je me suis investi un petit peu de cette mission de la prendre pour lui. Tu peux m'en dire plus, parce que ouais. En fait, j'ai pas l'impression que t'étais faite à la base pour devenir entrepreneuse, tu vois. D'accord. Non, je sais pas. Et parce que tu vois, tu vas travailler dans le cinéma, c'est pas forcément un truc vers lequel tu vas d'emblée, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Donc, je trouve ça intéressant. Je sais pas si on est fait pour quelque chose, en vrai, dans la vie. Oui. Après, voilà. Mais oui, je sais que mon histoire de chef d'entreprise est liée clairement à mon père, oui, et à ma relation à lui. Après, j'ai aussi beaucoup de souvenirs avec lui où, voilà, de lui dans ses entreprises. Pour moi, c'était un mentor. Je me disais, je ferais son métier, quoi. Ok. J'aurais pas des écoles forcément, mais je ferais ce qu'il fait, quoi. J'aurais cette place. Et donc, t'avais un peu l'idée, comme tu dis, d'aider ton père ou de prendre la revanche que ton père a pas pu prendre, c'est ça ? Voilà, et après il y a eu effectivement cette chose-là de prendre la revanche, ouais, d'un truc qu'on lui a fermé, parce que c'est l'État qui lui a fermé, évidemment. Tu me disais qu'il avait un peu triché. Oui, évidemment, il a triché. Donc, mais il y a bien quelqu'un qui. Tu as utilisé le terme escroc, si je puis me permettre. C'est vrai. Non, mais c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité, absolument. Okay. Non, juste pour être très clair. Tout à fait. Non, t'as raison de me reprendre. Mais voilà, toujours est-il que ça s'est quand même arrêté soudainement. Alors, je vous invite vraiment, et je t'invite aussi, si tu l'as pas encore écouté, à aller écouter cet épisode avec Charlie, qui se retrouve à s'être endetté de 500 000 euros, alors que lui-même a un passé, comme il dit, de truand, quoi, tu vois, enfin d'escroc, de tricheur, etc., de voleur, de menteur, et qui finit par se faire avoir lui-même par un escroc plus fort que lui. Je trouve que c'est hyper intéressant. Là où je voulais venir aller te chercher, en fait, c'était plutôt ton père a réussi des boîtes. Ce que je me demande, en fait, c'est le lien entre, comme tu dis, tu parles de malheur, en fait, tu vois. Je me demande à quel point t'es en train de reproduire aussi une forme de malheur. Il n'y a pas de peur chez toi de te dire, putain, en fait, si ça tombe, je repars dans la même histoire que le daron, quoi. Ouais, si. Après, oui, bien sûr. J'ai toujours ce truc-là au-dessus de moi, de me dire. Tu l'as toujours aujourd'hui ? Ouais, mais en fait, une entreprise, elle se casse la gueule en un rien de temps. Et puis, en fait, il y a des événements extérieurs qui peuvent jouer. Il y a beaucoup de choses. Je pense au Covid, notamment, évidemment. Mais tout peut arriver, quoi. Effectivement, tu l'as toujours l'épée de Damoclès. Mais une entreprise qui ferme, c'est pas forcément du malheur, tu vois. C'est pas forcément un drame familial. Enfin, tu vois. Ouais. Il y a pas forcément tout qui. Alors même si, je crois qu'il y a un grand coach qui, souvent les spécialistes des chefs d'entreprise et tout parlent des 3 S. Attends. Pardon. Des 3D. Dépôt de bilan, dépression, divorce pour les patrons. Et généralement, ça s'enchaîne
pas forcément dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. Ouais. Mais généralement, c'est un vrai truc. Je connaissais pas. C'est un vrai truc. Ouais. Ok, tu m'apprends un truc. Imagine, tu tombes en dépression parce qu'en fait, t'es surmené, tu finis par faire un dépôt de bilan et en fait, divorce derrière. Tu divorces parce qu'en fait, ta vie, elle est chahutée, ta vie personnelle est chahutée. Tu tombes en dépression et tu fais un dépôt de bilan derrière. Tu fais un dépôt de bilan parce qu'en fait, ta boîte, elle est compliquée. Ça enchaîne par potentiellement un divorce parce que il y a ta femme ou ton mec qui te dit, en fait, tu ramènes plus la thune, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et tu tombes en dépression. Voilà. D'accord. Je connaissais pas. Merci du coup pour le. Oui, voilà, truc, ça me pop là. Et du coup, je sais plus. On a non, mais je me disais, t'as pas cette peur à ce moment-là de te dire, ok, peut-être je suis en train de réitérer l'histoire du malheur familial, comme je disais, du drame. Ouais, un peu. Après, bon, lui, il était particulièrement fou quand même. J'ai travaillé tout ça quand même aussi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris de sa folie, clairement, je pense, et je l'ai agrémenté de mon esprit très cartésien, très très quand même les pieds sur terre, à contrôler beaucoup, à vérifier beaucoup dans mes entreprises et voilà, à garder quand même un certain contrôle que lui, je pense, ne gardait pas en fait. Et il n'a pas gardé à un moment, c'est-à-dire qu'il s'est envolé quoi. Okay. Et c'est là où je pense qu'il a réellement, enfin après y avoir beaucoup réfléchi, je pense que son erreur, elle était clairement là. Il y a souvent un drame chez les chefs d'entreprise, c'est qu'ils pètent des plombs, quoi. Tu vois, ils partent du principe que, ok, ils sont désormais les rois du monde et que c'est ce qui lui est arrivé. Il s'était acheté 4 bagnoles, dont une Lotus, 3 motos. Enfin, tu vois, on était quand même dans ces délires-là. Okay. Moi, j'y suis pas du tout. Si tu veux, je m'achetais ne serait-ce que je sais pas un jean chez Levi's. Déjà, je me dis, waouh, Sarah, attention, 130 € quand même. Ok, voilà, donc, on va y venir. Ouais, non, du coup, je suis presque. En tout cas, j'ai beaucoup pris pour le coup de ma mère là-dessus, de faire très attention. Voilà, un esprit un petit peu breton aussi. Voilà, de bien faire attention à l'argent, de le garder surtout parce que c'est très important. Il faut faire très attention. Et voilà, je pense que c'est un beau mélange en vrai. Okay. J'ai l'impression. Donc, tu te lances dans des bars. Pour revenir à ton histoire. Ouais, je me lance dans des bars, du coup. Tu lances combien de bars? 3. 3 bars? 3 qui avec sont des associés? Non, seules. Toutes seules? Toutes seules qui sont des créations, en fait. D'où tu sors l'argent pour... Eh ben, je vais le chercher dans les banques. Ok. Je vais le chercher dans une banque, en fait, d'ailleurs, la BNP. Alors, évidemment, le premier financement est très dur à obtenir. C'est-à-dire que je m'y reprends par 3 fois, quand même, après 2 non. Et puis j'y retourne parce que en fait j'ai fait le truc à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai d'abord signé le bail et je vais ensuite me dire oups, j'ai toujours pas l'argent. Ben oui, mais c'était un non, Sarah. Et ben je vous refais la demande alors. Et puis j'ai été assez loin d'ailleurs avec eux, c'est-à-dire que j'ai carrément fait venir la BNP 10 collaborateurs un soir de novembre dans cet endroit qui n'était donc pas un bar à l'époque puisque c'était juste un local. En leur disant voilà ce que je veux faire en fait, je vais vous montrer puisque tu leur as vendu le truc. Absolument, ouais. Je leur ai dit voilà, vous n'arrivez pas à lire ce que je veux faire, et ben alors maintenant je vais vous le montrer. Voilà, et j'ai pris ça a duré 5 minutes, le temps de rentrer dans l'endroit, de montrer, de dire voilà, vous le voyez pas mais là il y a un bar, vous imaginez, vous avez une bière ici, machin, vous imaginez la terrasse, vous avez des enfants, j'imagine, vous les voyez en terrasse parce que moi je les vois. Donc maintenant j'ai besoin de temps. Excellente stratégie. Est-ce que vous me les donnez ou pas? Excellente stratégie. Exactement. Et on m'a dit oui. Ok. Et c'était vraiment des créations, donc ça m'a pas coûté très très cher au départ. C'était pas des bars, je rachetais pas des fonds de commerce. Les fonds de commerce étaient à 0. Ouais. Donc je créais, il me fallait de l'argent pour les travaux principalement et lancer les activités à chaque fois. Ok. Voilà, donc j'ai fait ça sur les 3. Enfin, le 3e était une librairie en fait. J'ai racheté une librairie qui était en train de mourir. Ok. Très très peu cher. Et puis voilà, et puis j'ai tout transformé à chaque fois. C'était une librairie que tu as transformée en bar, donc ouais, c'est ça? Exactement, okay. Ouais. Désolé les libraires. Ouais, désolé. Ok, t'as fait ça pendant combien de temps? Et j'ai tout fait, donc j'ai créé, exploité pendant 5 ans. Ok. Et revendu, du coup. Ok. T'as gagné beaucoup d'argent pendant cette période ou? Alors très peu. Moi personnellement très peu. Ouais, parce que du coup j'ai dû évidemment m'entourer de beaucoup de salariés, de serveurs, etc. Et donc il fallait absorber quand même. Il fallait absorber les financements, il fallait absorber tout ça. Donc non, moi à titre personnel j'en ai gagné très très peu. Et tes bars marchent?
mes bars cartonnent même. Ok. En fait, c'est-à-dire que ils allaient au-delà de ce que j'avais pensé que ça pourrait faire en fait. Mais donc je connais pas trop le milieu des bars et tout, mais globalement un bar qui cartonne, ça rapporte pas d'argent? Alors si, mais pas immédiatement. On dit toujours une société type bar qu'il faut au moins 3 ans quand même. Okay. Le temps d'absorber quoi. Okay. Surtout que je te rappelle, je fais des créations, donc je dois amener des licences qui coûtent très cher. Ça coûte combien une licence? Ouais, une licence 4 aujourd'hui à Paris. Donc je dirais que c'est pour l'alcool. Ouais, c'est pour l'alcool. On est aux alentours des 20 000 euros quand même. Donc t'en achètes une, 2, 3, ça fait tout de suite un budget plus. Plus tout le temps en fait, plus les loyers, plus les salariés, plus. Non, il faut du temps pour qu'un bar, pour tirer de l'argent vraiment d'un bar, il faut du temps. Donc t'as gagné de l'argent en les revendant? J'ai gagné par contre de l'argent en les revendant, ouais. Tu les as vendus combien? Il y en a un que j'ai revendu 170 000 euros, l'autre j'ai fait une belle perf à 90 000, mais c'était la société que j'ai vendue, donc je passais pas par de l'imposition derrière. Pourquoi quand tu dis une belle perf? Parce que je l'avais exploité que finalement que très peu de temps en fait. Celui-là j'ai dû l'exploiter 8 mois à peine. 8 mois j'ai réussi à le revendre très cher en fait. Mais il a profité d'un nom aussi, donc voilà. Et puis l'autre tout petit, je l'ai vendu pour pas grand chose, 35 000 euros, mais en fait voilà, c'était tout bénef quoi. C'est 35 000 que j'ai mis dans ma poche en fait. Tu sors de là? Je sors de là. T'as de l'argent en poche, donc? J'ai de l'argent, j'ai de l'argent qui est crédité sur des comptes, tout ça. Et je me dis, oulala. Et et je suis seule. Et j'ai l'impression de plus avoir de potes, d'amis, j'ai plus rien en fait. Et à ce moment-là, je me retrouve seule, mais vraiment seule. Pourquoi t'as plus de potes? Parce que t'as passé ta vie à bosser? Tu passes ta vie à bosser. T'as évidemment énormément de gens qui t'entourent, mais tu sais plus qui est qui et pourquoi ils viennent. Est-ce qu'ils viennent pour te voir, pas te voir? Est-ce qu'ils viennent pour faire la fête, pour boire des coups, pour qu'on leur offre des coups, que je leur offre des coups? Voilà, en fait, tout ça se mélange beaucoup. C'est quand même le milieu de la nuit, donc c'est un milieu qui est difficile. Et effectivement, dans ma tête, tout se confond, tout voilà. Et donc là, je décide de prendre un billet pour l'Argentine. Et je pars toute seule. Comme ça? En sac à dos. Ouais. Dans un endroit que je connais pas, où je ne connais personne, où je ne connais pas la langue, etc. Mais c'est quoi? C'est une fuite? Là c'est une fuite, je pense à ce moment-là, c'est une vraie fuite. C'est un besoin surtout. C'est un besoin. À ce moment-là, il faut aller de l'avant. Il faut faire autre chose, quoi. Il faut que je me repense presque. Ah ouais. Ouais. On en est arrivé à ce point-là, ouais. D'accord. Ouais. Tu sais pas vraiment ce que tu veux faire après cette. Non, j'en ai aucune idée. Mais je profite de ce voyage qui est un voyage aussi d'introspection en même temps, puisque voilà. J'écris un livre là-bas. Et effectivement, je rentre après plusieurs allers-retours. Tu peux pas me dire que t'écris un livre sans m'en dire plus, quoi. Ah ouais. Bon, j'ai écrit un livre d'autofiction, voilà, qui raconte un peu ce voyage aussi à travers une fille qui s'appelle autrement que Sarah, et voilà, et qui raconte ce voyage en fait. C'est un bouquin que t'as édité, que t'as fait éditer Non, j'ai proposé effectivement à l'édition. Je crois qu'il est pas terminé en fait. Je pense qu'il est pas. Il y a évidemment un début, un milieu, une fin. J'ai 125 pages, je crois, mais il manque un truc clairement. Et je le lâche pas, c'est simplement que je pense que c'est pas le moment encore pour le reprendre. Oui, il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Ouais. Ok. Et donc je rentre. Et il faut que je rentre quand même en France, à Paris. Voilà. Pourquoi il faut il faut rentrer parce que ma famille me manque, parce que ma vie n'est pas non plus à Buenos Aires, même si je tombe amoureuse clairement de la ville. Mais ma vie n'est pas là-bas pour l'instant en tout cas. Et donc il faut que je rentre parce que je sens qu'il y a d'autres trucs qui m'appellent, quoi. Et notamment effectivement ma mère, mon frère. Ton père est toujours vivant pendant ce temps-là? Ouais, j'étais justement en train de me demander dans le temps là. Oui, il est toujours vivant à ce moment-là. Okay. Ouais. Il est toujours malade? Non, pardon, il est mort. Il est mort, ouais.
En fait, j'ai du mal à remettre Ok. dans le. Mais est-ce que ton père est mort et donc t'es parti en vacances, en voyage, pardon, après? Il est mort, ouais, je suis partie en voyage après, ouais. Ah oui, Ouais. donc c'est un peu la... Ouais. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont. T'as vendu tes boîtes Ouais. à la suite de la mort de ton père? Je les vends. Il meurt avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ton père meurt, tu vends tes boîtes. Ouais. Ok. Tu pars à Buenos Aires. Je pars à Buenos Aires. Je reviens et. Mais attends, mais ce deuil, il a une signification. Enfin, cette mort, c'est un vrai truc pour toi? Ah bah oui, évidemment. Ouais. Ouais, évidemment. Je mets beaucoup de temps. T'oublies même de le dire, tu vois, dans ton. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans ton récit. Non, mais c'est parce que c'est, je crois, le sujet, c'est pas la mort de mon père, mais c'est vrai que ça a une grande importance dans ma vie, évidemment. Mais c'est vrai que Désolé, tu parles bien de ton père entrepreneur, c'est ça? On est d'accord, ouais. Enfin. Enfin. Laisse-moi tisser des liens, s'il te plaît. Oui, t'as raison. Je Fab. suis là pour ça. Excuse-moi. Le sujet, c'est pas la mort de mon père. Bien sûr que le sujet, c'est pas ton père, mais en fait, pour moi, le sujet, c'est ton histoire, dans ton rapport à l'argent. Bien sûr. Et en fait, j'ai l'impression que ton père est un peu le centre, et l'histoire de ton père et l'histoire entrepreneuriale de ton père est un peu le centre de ton histoire familiale, enfin de ton histoire en rapport avec l'argent. En rapport avec l'argent, ouais, exactement. Oui, absolument. T'as raison. Donc non, effectivement. Donc ton père meurt, tu vends ta boîte. Enfin, pardon. Mon père meurt, ouais. Oui, c'est ça. Dans le. Putain, okay. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, petit détail, en passant dans ta vie. Non, oh là là. Ouais, c'est ça. Ok. Non, donc évidemment, cette période est extrêmement difficile pour moi à passer. Parce qu'en plus je peux pas en rire avec lui de tout ça, je peux pas le fêter parce que mine de rien c'est une fête quand même d'arriver à vendre des boîtes qui marchent et les vendre en fait cher. Enfin, c'était un pari quoi. Parce que l'air de rien, t'avais obtenu la revanche que tu voulais. Absolument, ouais. Je l'avais obtenu et effectivement j'ai pas pu la fêter avec lui, ouais. Ok. Ouais. Merci de remettre dans le contexte. Pardon, je me disais à quel moment ton père réintervient dans l'histoire, tu vois. Ok. Donc ouais, tu rentres pour monter ces boîtes là, c'est ça? Pour monter les boîtes que tu as actuellement? Et voilà. Et donc oui, absolument. En fait, je rentre, mais sauf que je ne sais pas encore. Et je me souviens très bien En fait, je rentre notamment pour une occasion, c'est l'anniversaire, les 40 ans de ma meilleure amie. Ok. Et je lui avais promis d'être là. Comme tu le sais, je suis quelqu'un de très intègre. Tout à fait. Et donc, je prends un avion pour être à l'heure en Normandie pour ses 40 ans. Ok. Donc, je rentre avec un choc thermique absolument dingue puisque je passe de 35 degrés à -3 à Paris, en France. Super. Évidemment, je suis en grande dépression puisque j'ai quand même adoré l'Argentine. C'est un pays qui me plaît. Il y a beaucoup de choses là-bas qui me plaisent. Et puis, revenir en France avec tout le bagage que ça veut dire pour moi à ce moment-là de ma vie, c'est compliqué, mais je le fais. Mais t'aurais pu repartir aussitôt. J'aurais pu repartir, mais je finis donc Pardon. Fab. Et du coup, je vais à cet anniversaire et je reprends ma voiture le lendemain pour rentrer chez moi, un endroit que je quittais depuis quand même assez longtemps. Et sur la route, j'ai mon frère au téléphone. Et il me dit comment vas-tu, etc. Et là, je m'épanche un peu et je lui dis écoute, je suis pas au top, je sais pas ce que je vais faire, je me prends la tête, machin. Et là, il m'envoie chier en me disant écoute, tu me fais chier, t'as qu'à acheter une laverie et tu m'emmerdes, voilà. Et tu arrêtes de te prendre la tête, il y en a marre maintenant. Et pourquoi il te dit ça? Et je sais pas, il est dans un mood, je sais pas pourquoi, on s'engueule un peu. Je fais raccroche carrément. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi il te dit achète une laverie. Eh ben, je sais pas. D'où ça sort? J'en ai aucune idée parce qu'en fait, je pense que je lui dis dans mon discours que j'ai besoin de réinvestir, mais que je veux plus avoir des bars, mais que du coup, je ne sais pas vers où aller, machin, et que lui a l'idée un peu c'est vrai, lumineuse quand même de me dire, bah achète une laverie. C'est facile, c'est automatique, tu réinvestis comme ça, et puis voilà. Et donc, c'est pas si bête. Mais sur le moment, je le prends très mal, évidemment, je me vexe comme un pou et je lui raccroche à la gueule. Ah oui, carrément. Ah ouais. Faut pas emmerder Sarah. Ah non, faut pas trop m'emmerder. J'ai un caractère. Et puis voilà, et je rentre chez moi le lendemain, je sais pas pourquoi, ce truc me revient. J'ouvre mon ordinateur, je vais sur Le Bon Coin, je regarde laverie à vendre, je tombe sur une laverie. Bon. J'appelle le mec, je lui dis écoutez, vous pouvez m'envoyer les éléments comme d'hab, plan de financement, enfin les financements, les machins. Envoyez-moi et puis je vais prendre une décision assez vite.
Et il m'envoie la fiche de cette laverie et sur la fiche, il y a écrit rue de l'Agent Bailly, ok, dans le 9e. Et je me dis, mais la rue de l'Agent Bailly, je comprends pas, ça me dit quelque chose. Bon, c'est une toute petite rue de Paris. Et en fait, c'est la rue, mais toute petite, hein, dans laquelle je vais vivre. C'est une rue dans laquelle je vais vivre puisque je vais emménager là-bas dans 2 mois. Quoi ? Voilà. Ouais, il y a des laveries à Paris, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir 300 au moins. La seule laverie à vendre, elle est exactement là où je vais vivre dans 2 mois. Ok. Voilà. J'appelle ce monsieur et je lui dis, écoutez, j'ai même pas besoin de regarder les chiffres, j'y vais. Il m'en proposait 45 000, je lui dis, ce sera 40 000. J'appelle mon avocat tout de suite, on se voit demain, j'ai qu'une parole. Et on se voit demain et on y va et on fonce. Proposer aux vendeurs 40 000, je les ai et voilà. Et le truc, c'est à commencer comme ça. Alors, dingue. Ok, j'allais te dire, Sarah, comment on fait pour acheter une laverie ? Et il faut juste regarder sur le bon coin, laverie à acheter. C'est quand même complètement dingue. Non, non, parce qu'en plus, en vrai, il y a très peu de laveries à vendre à Paris. Ouais. On n'en trouve pas normalement, ou très très peu sur le bon coin. C'était un coup du hasard, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, mais non. C'était un coup de quelque chose, d'un truc au-dessus, là, qui te dit, vas-y, c'est une évidence, là. Il n'y a même pas à réfléchir, en fait. Et donc, je ne réfléchis pas. Je me dis, j'y vais. Et puis, on verra bien. Tu lances cette laverie ? Je lance cette laverie, et donc j'achète cette laverie, et puis j'y vais. Et là, je me dis, ah, merde. Et je me dis, ah, putain, elle est moche. Qu'est-ce que c'est moche, une laverie. Et c'est là que, je sais plus, j'appelle une amie. Et je lui dis, oh là là, mais c'est horriblement moche, il faut que tu m'aides. Et elle me dit, écoute, tu mets du rose au mur, un dallage noir et blanc, tu vas voir ça à faire l'affaire, c'est formidable Sarah, c'est super emballé, c'est pesé, on y va. Et je lui dis, écoute, vas-y, bingo, je vais mettre du rose au mur, ouais, t'as raison, et je vais mettre un dallage noir et blanc. Et c'est là que se crée Billy Wash, en fait, et le concept un peu qui va avec, de laverie relookée vintage. Et évidemment, derrière, je continue de racheter des laveries. Et puis aujourd'hui j'en ai 3 et certainement une 4e bientôt. Ok. Ça gagne de l'argent les laveries ? Ça gagne de l'argent, ouais, ça gagne de l'argent. Alors on peut pas vivre avec une laverie, ça n'existe pas. Par contre, on dit qu'à partir de 5, on commence à vivre pas mal, ouais. Ok. Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a un loyer. Ouais, absolument, il y a un loyer. Après, on a un fonds de commerce, du coup de laverie. On a le loyer, on a principalement les charges, c'est eau, électricité, gaz s'il y en a. Et après, en vrai, il y a rien d'autre. Oui, les réparations de machines, mais c'est pas si énorme. La femme de ménage. Ouais. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Ok. En automatisant tout, et puis. Et tu me disais que que dans tes laveries maintenant il y a des shootings et donc tu la loues aussi, c'est ça ? Ouais, je les loue en shooting. Je les loue puisque il y a 3 décors du coup, forcément. Et je les loue effectivement pour des shootings de marques, de grandes marques, même des plateaux de tournage, des longs métrages. Combien ça coûte une laverie à louer ? Écoute, moi je me cale sur un peu pas mal moins qu'un studio en vrai. Ok. Ils ont un décor qui est tout fait. Voilà, donc combien ça coûte ? Écoute, moi je suis à 190 € hors taxe de l'heure indivisible. Ok. En location, voilà, décor quoi. D'accord. Ouais. Ça gagne de l'argent tes laveries aujourd'hui ? Et ça gagne de l'argent, ouais. Ça gagne de l'argent. C'est quoi le chiffre d'affaires de tes 3 laveries aujourd'hui ? Ouais, alors, le chiffre d'affaires, l'année passée, c'est hyper compliqué. Enfin, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais à l'année, sur le 9e, je dois être aux alentours de 60 000 €. Dans le 11e, on n'est pas très loin aussi. Et dans le 20e, on fait beaucoup plus. Par contre, on n'est pas très loin des 100 000. Ok. Voilà. Ah ouais. À l'année. Ouais. Donc non, c'est un bon business. Et évidemment, c'est un business qui est à la fois de la carte bancaire et puis à la fois des petites pièces et des petits billets. Donc ouais, tes laveries marchent bien. Y a un autre truc moi qui m'intéresse et qui intéresse aussi Christian Junod, dont j'ai parlé dans le premier épisode que tu as écouté, n'est-ce pas ? Épisode brillant avec Christian Junod. Je vous invite à écouter cet épisode, je vous le redis sans arrêt dans l'Histoire d'argent, mais allez écouter ce premier épisode. Vous redescendez tout en bas du podcast et vous allez l'écouter. C'est super. Christian aime bien faire travailler les gens qu'il forme sur le rapport au cash.
et le rapport aux billets, le rapport aux pièces, parce que c'est un vrai truc. Il y a des gens qui ont peur d'avoir du cash dans leur poche, de peur de le perdre. Ouais. Et toi, j'imagine que tu as plein de cash de ce fait-là. Bah ouais, et qu'est-ce évidemment. que tu vas le balader, tu le balades Oui, puisque on fait à peu près, pour te donner un ordre d'idée, on fait 50% en carte bleue, 50% quand même en espace, donc c'est beaucoup finalement, par laverie. Donc évidemment, bah oui, forcément, je me balade avec beaucoup d'espèces sur moi puisque je dois aller ensuite le déposer en banque. Donc voilà. Donc en fait, j'ai ma petite technique maintenant. Ma poche droite arrière, c'est le 9e. Ma poche gauche arrière, c'est le 11e arrondissement. Et ma poche avant gauche, c'est le 20e arrondissement. Ah ouais, donc t'as organisé un tour où tu vas collecter quoi. Ouais, alors après je le fais à des dates différentes, à des moments différents. Évidemment, mon frère qui est mon associé aussi s'en charge. Voilà, c'est vrai que c'est un peu moi ce dont j'ai le plus peur, c'est l'agression en fait, parce que bon, on peut être repérable, on est des laveries, on le sait. Voilà, après perdre des billets, bon. Pour moi, c'est pas la fin du monde, mais effectivement le cash et le problème éventuel de l'agression, donc c'est pour ça que je vais jamais au même moment. Tu viens glisser un truc en passant, encore une fois, c'est que tu t'es associé à ton frère. Exactement, ouais, pardon. Ah bah oui, pardon, je ne t'ai pas dit. Juste ton frangin, il te bolosse, il t'envoie une super idée, toi tu le bolosses, tu lui raccroches au nez et vous vous associez, parce que t'es comme ça. Exactement, non, parce qu'à ce moment-là, du coup de téléphone, on s'entend pas bien. Vraiment, on n'est pas copains, on n'est pas voilà. Et en fait, on devient copains par la suite, très 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 copains, enfin voilà. Mon frère aujourd'hui, c'est je sais pas, il y a une relation, il y a tout un tas de relations qu'on a réussi à créer ensemble. Vous recréez la relation autour de votre boîte ? Alors on recrée déjà notre relation personnelle, frère-sœur, déjà. Et c'est le début d'une nouvelle aventure pour nous deux, et d'une nouvelle vie pour moi, clairement, avec lui. Et c'est à ce moment-là, quelques temps plus tard, que effectivement, parce qu'il me le demande quelques fois, que je lui dis ok, associons-nous sur la deuxième laverie qu'on va créer, du coup, celle du 11e. Et là, on s'associe. Et par contre, je lui dis attention, parce que moi j'ai une façon de fonctionner, donc on va faire un pacte d'associés qui est sévère, qui va être sévère. Je te demande de le lire parce que en fait, dès le départ avec lui, par contre, je sépare clairement argent et business de notre relation frère-sœur, fraternelle, voilà, amicale, tu décides de séparer les liens, quoi. Je sépare complètement, mais avec quelque chose de très dur pour lui, c'est-à-dire que Explique-moi. Dans le pacte d'associés que je fais rédiger par mon avocat. Alors le pacte d'associés, pour les gens qui savent pas, c'est un document qui existe entre chaque associé pour décrire un petit peu justement les relations qu'il peut y avoir entre chaque associé. Je cache un peu le micro afin de cacher un peu le vent, mais je crois pas que ce soit très efficace. Donc ouais, c'est un doc qui permet simplement d'acter ce qui se passe entre chaque associé. Ouais, parce que les seuls statuts d'une société ne protègent pas les associés entre eux, en vrai. Donc je décide effectivement, en parlant avec mon avocat, de créer un vrai pacte d'associés entre nous deux. Donc un pacte d'associés qui est étalé sur 5 ans, qu'on renouvelle en général, mais qui est assez difficile pour lui, puisque dans le sens où lui investit de l'argent, mon frère investit pas mal d'argent, et je lui dis grosso modo dans le pacte qu'il ne peut pas sortir de la boîte dans les 5 ans, et que s'il décide de sortir, je lui donnerai 0 €. Voilà, donc en fait voilà, c'est aussi une façon pour moi de lui dire c'est pas non plus un jeu, on n'est pas là pour rire, et oui, je te teste aussi un petit peu parce que je voudrais nous tester nous deux dans la relation, et voilà. Très intéressant. Ouais. C'est un truc qu'on n'explique pas assez aux jeunes entrepreneurs d'une manière générale. Et c'est un truc qu'il faut faire. Il y a une certaine violence à faire ça dès le départ. Les gens ont peur très souvent de casser le lien. Or, en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que dès le départ, on met les règles. C'est un vrai contrat. Et en fait, le contrat est très clair entre les deux personnes. Et c'est grâce à ça qu'on s'est jamais, jusque-là, il n'y a jamais eu un couac, un truc, n'importe quoi. On s'est évidemment engueulé sur des sujets. On n'était pas d'accord forcément sur certaines visions de certains business, voilà, certaines façons de faire. Mais sur la structure de la boîte, sur les fondamentaux, on n'a jamais rien eu de problème, quoi.
Et j'en profite pour dire, il faut vraiment tout mettre dans ce pacte d'associés parce que mon associé est mort brutalement. Et en fait, on n'avait pas prévu de cas pour sa mort. En cas de décès, ouais. Voilà. Donc, de ce fait-là, ses parts sont allées à ses enfants. Donc, je les connaissais bien. Donc, j'aurais racheté leurs parts parce qu'ils voulaient pas rester dans la boîte. Mais c'est un vrai truc, hein. J'aurais pu tomber sur des enfants que je connaissais pas ou avec qui je m'entendais très mal, etc. Et ils auraient pu foutre le bordel dans ma boîte, quoi. Clairement. Ouais. Donc, et on avait mis de côté, complètement le cas du décès, quoi. Ouais. C'est ouf, hein. Ouais. Tiens, je vais aller vérifier du coup parce que je sais pas si on l'a bien mis nous. Ouais, c'est un vrai truc. Bah, tout le monde peut mourir, hein. Voilà. Et ouais. Et tu décides de monter un bateau alors, de créer un bateau, de créer. Il y a 3 ans du coup. Pouf. Bah non, mais toujours dans la dynamique avec Benjamin, mon frère. On passe notre permis bateau. Alors on le passe pour dépasser le nombre de permis de mon père. Mon père revient toujours dans le... Oh la C'est un fil rouge, hein. Attention, Georges est un fil rouge. Georges, le daron est toujours dans la place. Ouais, carrément. Coucou Georges, si tu nous écoutes, si de là où tu es. Et du coup, voilà, donc pour dépasser le nombre de permis de mon père, on décide de passer le permis bateau ensemble. Ça nous fait marrer, c'est facile à faire, on y va, boum, boum. On se fait le permis côtier et fluvial, du coup, en même temps. Évidemment, il a son côtier avant moi, ce qui a tendance à m'agacer. Allez, la petite compète, là. Voilà. Donc je repasse mon côtier. Finalement, je finis par l'avoir. Et je sais plus. Les bars me manquaient. Quand même, la dynamique des bars, les gens, voilà, ça me manquait parce que les laveries c'est très sympa, mais c'est un business qui est très automatique et bon, on voit plus personne, quoi. Et j'avais besoin de retrouver un truc un peu, friendly, un peu, voilà. Et je me rends compte que sur la Seine il y a des petits bateaux et puis j'en loue un premier pour me faire kiffer avec mon frère et des potes, un deuxième avec seulement des potes, et puis je commence à me dire mais attends, en fait il y a une activité là, c'est sympa les petits bateaux sur la Seine, machin, voilà. Et j'en parle à mon frère et je lui dis écoute, achetons un bateau et faisons cette activité. Et il me dit mais carrément. Et t'en as rien à foutre des bateaux jusque-là. Et j'en ai rien à foutre. Je ne t'ai pas entendu parler de bateaux jusque-là. Non, ouais, j'ai pas de lien particulier au bateau plus que ça. Mais alors pourquoi le bateau ? Parce que c'est un moyen pour moi, je sais pas, de retrouver des gens, de me dire c'est quand même fun un bateau, c'était sympa, on aimait bien avec mon frère, je sais pas, pour louer un bateau sur la Seine, on trouvait ça hyper, c'était magique, c'était incroyable, il y a une dynamique, un truc assez grand. Super idée. Ouais, et puis ça puis l'idée part comme ça, quoi. Ok. Et puis moi je commence à regarder vraiment des bateaux. Donc t'es allé faire monter ton bateau à Amsterdam. Et je suis allée le faire monter à Amsterdam puisqu'en France j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais quand même. Et je trouve que des bateaux côtiers, bon les gens, enfin je sais pas, ça va pas. Les structures des bateaux me vont pas. Et je vais faire monter un bateau, effectivement. On en trouve un, tous les deux, hein, parce qu'on y va souvent, on va visiter des chantiers, etc. Et on en trouve un ensemble, effectivement, en Hollande. Ok. Ouais. Vous montez ce business quand alors ? Et on monte ce business il y a 3 ans. Ok. On fait construire le bateau, il met 4-5 mois à être construit. Donc on a la bonne nouvelle en décembre. Et c'était l'année où a démarré le Covid. Yes. Heureusement, le bateau est arrivé à temps en France par camion. Il arrive dans une marina à l'ouest de Paris, là où est implantée ma maison sur l'eau aujourd'hui. Et puis là, pouf, le Covid. Voilà, merci à tous, au revoir. Mais du coup, ça nous a un peu sauvés parce que mon frère et moi, on était gérants d'entreprises, etc. Donc en fait, on est allé se faire des tours de bateau en plein Covid presque sur la Seine. Voilà, à tester le bateau aussi parce qu'on avait besoin de le tester. Et on s'est vraiment, une fois que tout a été un peu plus réouvert, etc., on est monté sur Paris, mais on savait pas naviguer en fait. Donc là, on avait 8 heures de navigation qui nous attendaient, avec 5 écluses à passer, et on ne savait pas comment passer une écluse. Et on a tout appris sur le tard comme ça. Ok. En demandant au mec des écluses, mais comment on fait du coup là dans l'écluse ? Les gens ils nous prenaient, mais ils nous disaient, mais vous savez ce que vous faites quand même ? Vous allez à Paris là, vous êtes sûr ? Ouais, c'est bon. Et voilà. Et non, ça a été une grande aventure. Ouais. On est arrivé un peu en pirate. Ok. Et aujourd'hui, cette boîte marche alors ? Cette boîte cartonne, ouais. Cartonne ? Ouais, elle cartonne. Ouais. Là, cette année est complètement dingue.
Écoute, en fait, ça ne fait que monter. Voilà. T'as une idée du chiffre d'affaires que tu vas faire cette année, ou en tout cas un objectif? Ouais, cette année, je pense qu'on va atteindre les 180 000 euros. Ouais. Ah, ok. Ouais. Canon, quoi. Sur une activité comme ça qui marche quand même en vrai de mars à octobre, c'est pas mal, ouais. Ouais. C'est pas mal. Et toi là-dedans, en fait, ton argent perso, comment ça se passe? Ouais, alors là, c'est plus compliqué parce que si tu me posais la question de savoir combien je gagne, j'aurais du mal à te répondre réellement. Et c'est pas que je veux pas te répondre, c'est que j'ai pas d'idée vraiment, parce que parfois je me fais des salaires, parfois pas. Ça dépend un peu des boîtes, de leur santé. Donc mais voilà. T'as pas de budget perso. Donc j'ai pas vraiment de budget perso. Après, comme tout bon chef d'entreprise qui se respecte, je vis aussi avec les cartes des sociétés. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à mon travail finalement. Donc beaucoup de choses qui sont payées par mes boîtes pour moi, mais effectivement ça dépend, quoi. C'est aléatoire en fait. Et t'arrives à garder une forme de droiture par rapport à cette histoire de vivre sur ta boîte et tout, par rapport à ton père notamment. Oui, parce que... Ou alors tu t'es acheté des voitures. Non, par contre, je fais des choses qui restent, qui sont logiques, quoi. Ouais. Non, je déborde jamais, je fais jamais. Voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez sérieux. Ok. Voilà. Alors que le vent se lève encore un peu plus. Regarde ce magnifique coucher de soleil. Oui, mais c'est pas du tout radiophonique, tu sais. Il est vrai. Mais on vous le partage quand même, très beau coucher de soleil. Mais vous pouvez pas le voir, mais c'est super beau. Ouais, donc aujourd'hui, tu sais pas combien tu gagnes parce que t'as plein de revenus en fait, c'est ça, entre tes revenus un peu partout. J'ai entre la holding, entre les boîtes, entre les laveries, aujourd'hui puis ça reste des business qui restent assez jeunes pour moi, je trouve quand même. 4 ans, ça fait quoi 4 ans? Allez, c'est encore jeune tout ça. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont t'aurais aimé parler? Non, je crois pas. Ok. Ouais. T'as la sensation d'avoir un peu bouclé la boucle avec ton daron là, et notamment d'avoir refusionné avec ton frère par tout ça, c'est ouf quand même. Ouais. Cette histoire. Ouais. En fait, en parlant avec toi, du coup, ça m'a remise dans des trucs d'avant. Je pense que j'ai bouclé une histoire, clairement. Et pour en démarrer vraiment une autre, quoi. Je pense avec Ben, c'était ce qui s'est passé. C'était Ben, ton frère. Ben, mon frère, ouais. Une nouvelle dynamique, quoi. Une dynamique de vie et moins de mort quelque part. Et voilà, et plus d'un aller vers, quoi. Voilà. Et continuer de je sais pas, d'être créatif, d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles. Pour te donner une idée, là, on a envie d'acheter un aérodrome, par exemple. Ah oui. Voilà. Oui. Ok. On a une idée avec ça, tout ça. Je te disais un peu plus tôt dans la semaine, c'est qu'il y a un truc moi qui me fascine chez toi, c'est vraiment ce truc d'aller créer des endroits, tu sais. Ouais. Et moi qui suis dans l'internet, n'est-ce pas, et dans le nuage du cloud, je trouve que c'est vraiment un truc qui me manquera, je crois, toujours, tu vois. Tu me disais les business en dur, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à l'époque, j'avais cette boîte qui s'appelait Mademoiselle, qui était un média, et c'est un truc qui m'est resté tout le long de ma vie, tu vois, tout le long de ma vie en tant que patron, de créer un bar, tu vois, parce qu'en fait, je savais pertinemment que si j'ouvrais un bar avec ce truc-là, ça aurait ton quart, quoi, tu vois, ça aurait été ultra blindé. Ouais. Mais je n'avais pas, tu vois, je n'ai pas eu. T'as pas osé ou? Bah ouais, en fait, j'ai pas osé, clairement. Je crois qu'il y avait un peu ce truc de, ok, en fait, c'est un truc que je connais pas du tout, et j'avais pas vraiment de temps à perdre, tu vois, pour aller, je sais pas, trouver quelqu'un qui potentiellement m'arnaquait. Je connaissais pas de connexion qui aurait pu me mettre en relation avec machin, quoi, tu vois. Donc ouais, au final, je ne l'aurais jamais fait. Voilà, en tout cas pas pour l'instant. D'accord. Bah écoute, c'est marrant, hein. Tu peux encore, hein. T'es encore jeune. Oui, tout à fait. Et fringant. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. C'était super. Ouais. Vraiment. Pareillement. Trop cool. Super sympa. Merci beaucoup. Merci. Et au fait, on l'a pas dit, mais c'est quoi ton bateau? Mon bateau, WeBoat. WeBoat. Nous bateau. Oui, nous bateau. WeBoat. Nous bateau. Oui, W-E-B-O-A-T.
Vous êtes sur Internet, j'imagine. On est absolument sur Revenir. Internet, Oui. webot.fr. Bravo pour Internet. Merci. Salut.